Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and these news are on Spectrum Television. Making news tonight, August 1, 2024. The media world in Cameroon is mourning. Susan Kalalobe, an emblematic media legend, has bowed out of the stage today, August 1, 2024, following a brief illness. Our newsroom shall be bringing to you the ambience that reigned in her residence this morning, following her demise, and several reactions from her close media family, the likes of Harriet Ekwe and many others. Also in this newscast, the Cameroon government and the United States are joining forces together to fight against AIDS through the Camphia project launched today in Yaoundé. The Minister of Public Health, Alamin, shall be telling us more on this project. This story is in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're welcome to the 8 p.m. Bilingue Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. I will dive right straight into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Makeda Lidinoton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Sec, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un jour triste pour la presse camerounaise. Vous le savez, Suzanne Kalalobe est décédée dans la nuit du 31 juillet au 1er août des suites de maladies dans la ville de Douala. À son domicile ce matin, l'ambiance était lourde, empreinte d'une immense tristesse. Famille, amis et collaborateurs n'en reviennent toujours pas. Les larmes. Les plus grandes douleurs sont parfois muettes. Les yeux sont le reflet de l'âme. Pour le coup, ils sont clos. Pourtant, tout dans l'attitude traduit l'immense tristesse de cette mère. Aucun mot ne traverse ses lèvres, sinon de légers soupirs qui de temps en temps viennent briser ce silence pesant. Comment peut-on en effet imaginer enterrer son enfant alors qu'on est soi-même âgé de plus de 90 ans? La réalité est malheureusement là, aussi froide qu'implacable. Suzanne Kalalobe est décédée. Alors que la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, rapidement, la maison dans laquelle vivait la journaliste s'emplit. J'ai eu un sommeil suffisamment difficile et je m'interrogeais. Vraiment, en tout début de la journée, en tout début, les premières heures de la matinée, mon téléphone a sonné. On m'a annoncé que Suzanne, qui n'était pas très bien portante, s'en est allée. Seulement, ces derniers moments, nous avons pensé, avec ce que disait le médecin, qu'elle pouvait revenir à la maison et avoir ses soins. Et c'est sur ça qu'on tablait. Jusqu'à hier soir, avec maman, on en parlait encore. On disait, bon, ok, on croit qu'avant la fin de cette semaine ou plus tard, demain, elle gagnerait la maison. Malheureusement, la triste nouvelle est arrivée. Famille, amis, connaissances, on n'en revient pas. Et pour cause, Suzanne Kalalobe était une dame de poigne. Suzanne a commencé à se plaindre d'une jambe malade. Après une petite fièvre, elle est restée à la maison. On avait beaucoup de choses à faire en ce moment. On a un programme de travail assez touffu. Et je suis venu plusieurs fois, comme tous les matins. C'était un rituel pour moi de venir la voir, de discuter un peu. Mais ça s'est empiré, ça allait progressivement. Elle avait perdu l'appétit. On essayait de la chatouiller pour qu'elle essaie de se nourrir. On a décidé l'option hôpital. Et elle avait un souci, c'était revenir travailler. On avait un projet. Elle me disait, ma machine est bloquée. Je lui disais, tu fais un devis, on t'achète une nouvelle machine parce qu'il faut que ça bouge. Et pour que ça bouge, il aurait bien fallu qu'elle soit debout. Malheureusement.
Ces derniers moments, c'était un souci pour elle, se mettre debout pour travailler. Vous savez qu'elle aimait bien travailler. Malheureusement, on n'a pas pu. Travailleuse acharnée, tous s'accordent sur son intelligence, un caractère bien trempé qui n'aura plié que devant l'ange de la mort. De cette fille qui s'est toujours battue, qui avait ses positions, qui avait sa manière de voir et qui était convaincue qu'en essayant avec ses méthodes, tout passerait bien. C'est les souvenirs que je garde de Suzanne. Et il me revient à l'instant, notre dernière conversation, elle me dit hey, j'ai ma machine là, je l'aurai quand? Je dis mais mets-toi debout, tu auras ta machine. Le goût du travail, l'envie de travailler, de produire toujours. Le Cameroun, l'Afrique et le monde retiennent qu'un 1er août, Suzanne Kalaloubé s'en est allée, refermant sur nous la porte de sa vie. L'émotion reste vive comme vous pouvez le constater. Alors qui était Suzanne Kalaloubé? Suivant quelques grandes lignes de l'intense vie de la défunte dans cet élément que signe Orient Donkin. Alors que s'élevaient les premières lueurs de ce premier jour du mois d'août, s'en allait pour l'éternité l'âme de Suzanne Kalaloubé. La dame à la célèbre réplique « Je ne suis pas d'accord avec vous » vient de mettre tout le monde d'accord, mais pas avec elle. Maassou n'est plus. Comme une histoire de famille, cette femme de poigne était très amoureuse de la liberté. Liberté d'esprit, de parole, d'expression et même de ton. Tenez par exemple celle qui a animé à Radio Equinox Polémos, Livre noir et musique d'Afrique ou encore Vendredi soir à la télé, vous dira sans embâche qu'elle n'a pas abandonné la radio, mais a été suspendue d'antenne. C'est libre qu'elle choisit le journalisme en hommage à son père, Iwi Kalaloubé, qui lui aussi l'avait choisi librement lorsque lui était présentée une carrière de médecin. Journaliste, éditorialiste, syndicaliste, très engagée dans la liberté de la presse, c'est librement que Suzanne Kalaloubé se disait choquée par la pratique du métier par la jeune génération. Selon la professionnelle et membre du Conseil national de la communication, les contenus ne sont pas travaillés, c'est la facilité et le refus de critique qui prévalent. Les positions tranchées et presque toujours contraires à celles de ses vis-à-vis en télé sont adossées sur des arguments et analyses solides, l'ensemble dans un style propre à elle, mais également dans un français impeccable. Oui, SKL, femme de lettres, avait dans son escarcelle un doctorat en linguistique, un MBA en management culturel, un DEA en sciences politiques. Cet esprit libre, pas marié mais en couple depuis plusieurs dizaines d'années avec Béa Manouayat, avait une autre vision de la vie et de l'importance du mariage. Suzanne Kalaloubé, aux multiples facettes, a d'ailleurs participé à l'album de son compagnon intitulé Ni Africa ni Osso, en hommage à Oumniobé. La lead vocale du groupe Djela Lilon, dans les années 80, s'occupera la décennie d'après de la cellule de communication de la direction générale de l'entreprise en charge de la collecte des ordures ménagères. Née le 16 janvier 1953 à Douala, Suzanne Bema Kalaloubé n'a pas que rangé sa plume. L'artiste a fermé son atelier, mais nous a laissé ses œuvres. Ils ont partagé sa vie, parfois sur le plan professionnel, parfois sur le plan amical aussi. Autant que sa famille biologique, il pleure Suzanne Kalaloubé. Nous vous proposons d'écouter ce soir les réactions des journalistes Henriette Ekwe, Carole Yemelon, Fénélon Maop-Sen au sujet du décès de Suzanne Kalaloubé qu'ils ont connu. C'était une grande journaliste. C'était une très très belle plume et Suzanne Kalaloubé aimait les gens. Elle aimait la culture, elle aimait la politique évidemment, même comme elle ne voulait plus en parler parce qu'elle disait qu'on a beaucoup souffert avec la politique, on a été marginalisés et notre n'a pas eu une bouée de secours. Mais comme on avait une formation politique solide, on a replié dans la presse. Voilà. C'était une personnalité très riche. Elle avait ses pointes de colère. C'était ça, sa marque de fabrique. Elle avait en fait les gènes de sa mère.
qui se qualifiait comme insoumise, et son père aussi un peu rebelle. C'est ça qui a fait Kalaloubé. Écoute, bonjour. Alors, il m'est particulièrement difficile de prendre la parole en ces circonstances. J'aurais voulu parler de Suzanne, centenaire, et on rigolait toujours en se disant que peut-être un jour je ferai son horizon. Suzanne était quelqu'un de très généreux. Elle était une belle âme, une artiste iconoclaste, gouailleuse sur les bords et très, avec son caractère que vous connaissez tous. Elle m'a adoptée, j'étais toute jeune, elle m'a pris sous son aile, elle m'a appris la rigueur, elle m'a appris tout ce que je sais un peu dans l'animation, l'organisation d'un débat, la construction d'un argumentaire. Polycarpe Sonda et moi, avec elle, nous avons lancé l'émission Droit de réponse sur Télévisé. Suzanne a pris son temps pour faire nos classes, presque des humanités en matière de production, de débat sur le paysage audiovisuel camerounais. J'ai bénéficié d'un accompagnement préférentiel, on était tout le temps ensemble. Le Douala culturel me l'a fait découvrir, les livres, une passion que nous partagions, et puis à la fin, l'artiste Maman Massou est entrée dans les cœurs, y compris de mes enfants, dont elle était la grand-mère. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qu'elle... Sinon qu'elle a été malade, comme tout le monde, et bon, je ne pouvais pas penser que les petits bobos l'ennuieraient. Elle avait son caractère, elle était difficile, c'est normal, elle avait ses défauts, comme nous tous, mais elle avait des qualités, c'est ces qualités que je retiens. Elle m'a appris à être fière de moi, authentique, cette femme noire qui s'assume et qui s'impose à coups de coude, s'il le faut, là où il le faut. Donc ce soir et aujourd'hui, pour moi, débute une période que je n'avais pas voulu vivre. Pleurer Suzanne Kalaloubé, lui dire au revoir. C'est une femme qui avait une belle âme. C'est-à-dire un professionnel accompli, une femme expérimentée dans le domaine de la presse, une conseillère, une très bonne personne sur le plan social. Je voudrais te dire, Massou, je prierai aussi longtemps le Seigneur pour que ton âme accède à la félicité éternelle, pour que tu sois rétribué considérablement à la mesure du travail et de l'amour que tu as semé toute ta vie, à la mesure des conseils que tu as pu prodiguer aux jeunes journalistes que nous étions à l'époque, à la femme de cœur, surtout de bon cœur, que tu as été. Repose en paix. Merci à Léla Ringranzeux et Julie Port pour avoir recueilli ces différentes réactions. Nous parlons santé dans la suite de ce journal. Le constat fait peur. Les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus touchés par le VIH-Sida. En 2023, par exemple, cette tranche d'âge représente 31% des nouvelles infections. Cette population est l'une des cibles d'ailleurs de la campagne de sensibilisation des jeunes par les jeunes. Vacances sans sida. La 22e édition a été lancée hier à Yaoundé par le ministre de la Santé publique, Inès Pangon. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent au Cameroun les principales victimes de la pandémie à VIH-Sida. En 2024, plus de 67 000 jeunes de cette tranche d'âge vivent avec le VIH et 31% de nouvelles infections en 2023 concernent cette cible. Les filles sont 6 fois plus touchées que les garçons. Que 5 nouvelles infections sur 6 touchent les adolescents et les jeunes âgés entre 15 et 24 ans. Et surtout que les jeunes filles sont 2 fois plus susceptibles d'être porteuses du VIH que les jeunes garçons. Le renoncement
est au centre de la 22e édition de la campagne de sensibilisation des jeunes par les jeunes durant les vacances scolaires et universitaires, vacances sans sida. Renoncer à l'alcool, renoncer à la drogue, renoncer à ces comportements devient à l'indiscipline, renoncer à tous ces comportements qui ne visent pas leur avenir, qui ne visent pas leur santé. Information, éducation, sensibilisation, encouragement au dépistage volontaire et distribution de kits de prévention sont quelques techniques utilisées par ces jeunes pères éducateurs. Nous faisons partie de la 22e édition de Vacances sans sida. Le but, c'est de sensibiliser les jeunes à propos du VIH, le virus et le sida, les nombreuses IST et en donnant tout à coup les modes de prévention et les modes de transmission. Non aux déviances et à la dépravation des mœurs, oui à un avenir sans sida. C'est le thème de l'édition de cette année, lancée officiellement sur le plan national ce 31 juillet 2024 au siège de Synergie africaine à Yaoundé. The government of Cameroon and the United States are joining forces together to fight against AIDS through the Camphia project, a project launched today in Yaoundé. And I invite you to listen to the Minister of Public Health, who sheds more light on this project. Through its various initiatives, notably the President's Emergency Plan for AIDS Relief, the FAR, and the Centers for Disease Control and Prevention, CDC, Country Office, it has enabled our country to make major and specific strides in the control of infectious diseases and HIV/AIDS in particular. How can't we warmly acknowledge the dedication and resilience of our health professionals, or rather our valiant health soldiers who spare no efforts to daily alleviate the risk factors handling the physical and mental health of our population as part of the continuous improvement of healthcare provision. We focus on social justice, equity, and humanization of all these. We have seen them at work during COVID-19 pandemic. In the area of immunization, whose performance has been steadily rising over the years, and they are still present in the fight against malaria, tuberculosis, and HIV/AIDS. They are always at the forefront, facing the most difficult challenges. Their enthusiasm and determination to do well have no limits. Let them find in these few words the recognition of the fact that the entire government, under the watchful eyes of the head of state, His Excellency Paul Biya, is aware of their challenges and efforts to enable Cameroon achieve its goal to eradicate the various outbreaks in our country. And still in health, the World Breastfeeding Week begins today, August 1, 2024, a week to promote and encourage all nursing mothers to breastfeed your babies anywhere and at any time. Our reporter has met with a gynecologist who tells us more about the importance of breastfeeding in the following report. Breastfeeding remains the most effective way to preserve infant death and also play a major role in their health and development. However, in the case where the mother prematurely dies after childbirth, health experts recommend other artificial milk for the newborn baby. Natural milk of the mother really helps child for some infection. They will give natural immunity to the baby, to the child, to grow very, very, very well. But at certain time, maybe as you said, the mother death, they can give artificial milk. There are many in the market. They cannot let the child die because they want only to give breast to the mother. They can buy such of those milk and give to the baby. All of those milk are
are coming from animals, but they used to prepare normally so the baby can take it. You don't have any all the acid amine that you can have inside the natural milk, but you help really the baby to grow normally. I was talking about what they call lactarium. In some country, they will collect the milk of the mother and keep inside those places where they can give to the baby. But now with the HIV and another infection, is not really common. Nonetheless, mothers are strongly advised to breastfeed their children as it helps build up their immune system and protect them from diseases. And on to this brief, Alamin Usman May, Minister of the Economy, Planning and Regional Development, has announced the signing of an 80.5 billion francs CFA financing agreement with the Islamic Development Bank for the Cameroon-Chad Power Grid Interconnection Project on July 30, 2024. This project, it should be noted, is supported by several international institutions and aims at strengthening energy infrastructures and the supply of 100 megawatt of electricity to Chad by 2027. Recent protests in Kenya have forced the president to dissolve the cabinet led by members of Generation Z, many of whom identify as tribeless and classless. More of the story with our Voice of America partners. These have been the scenes in the streets of Nairobi and across Kenya for the past 2 months. Young people leading demonstrations to call for good governance. Government data show about 3/4 of Kenya's population is under 35 years old. Experts say for years, Kenya's economic and political structures have not been responsive to young people. And what they said is they realized there is no one to speak for them. Most of the protesters are part of Generation Z, born in 1997 and later. The protests were sparked by a contentious tax bill that President William Ruto later withdrew. But protesters say the president has to step down as well. 26-year-old Kasmuel Makore has been in the forefront of the protests. He says the Ruto must go call is not an attack on Ruto personally, but a call for good governance. It is the Ruto-isms, the isms that have been associated with him, the corruption that bedevils his government, the cronyism, the sheer incompetence of the people who surround him in government, the sheer number of unconstitutional offices that we've had to endure in his tenure, the extrajudicial killings, the excesses of the police, in a country where we're living, where we have a police force and not a police service. Ruto must go is a clarion call to a better Kenya. Ruto dissolved his cabinet on July 11 and reconstituted it to include members of the main opposition party. Speaking last week in Mombasa County, he pledged to tackle the main accusation against his government. I will mobilize resources that are available. I will mobilize every resource that is available to deal with the challenge of corruption. But critics say the new cabinet, which has half of the fired ministers back in office, does not inspire hope. Recent polls show over 80% of Kenyans support the youth-led protests. Wanjiru says this is because the protesters spoke to the feelings of many Kenyans. Kenya is in a bad situation. Our political leaders do not reflect our aspirations. And the young people have come and spoken to our aspirations. So really what we are seeing by these shop owners and business owners and parents who are supporting their young people is these young people have captured our aspiration. Analysts say to bring about real change, the youth-led movement has to organize politically and collaborate with other progressive political groups. Protester Leon Mushiri agrees. It's high time the young people come together and say that we have identified certain individuals from all over the 47 counties, and we have come together and we're saying that this is the opportunity for us also to go on the ballot
come 2027. President Ruto says the government will not allow further protests in the country, saying, quote, enough is enough. But activists note the right to peaceful protest is guaranteed in the constitution, and protesters like Mark Ore are defiant. They are planning a major demonstration in Nairobi on August 8th. Juma Majanga, VOA News, Nairobi. Voici à présent le résumé de l'actualité africaine de ce 1er août avec la Voix de l'Amérique une fois de plus. La police nigériane a tiré ce jeudi des gaz lacrymogènes pour disperser plusieurs centaines de manifestants à Abuja et à Kano. Ils voulaient protester contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie. Une bombe a explosé dans un salon de thé d'un village du nord-est du Nigeria, faisant 19 morts et une vingtaine de blessés. L'explosion n'a pas été revendiquée. En Guinée, les avocats de l'ex-dictateur Moussa Dadi Camara, condamné mercredi à 20 ans de prison dans le procès du massacre de 2009, ont annoncé ce jeudi faire appel. Les faits ont été requalifiés en crime contre l'humanité par le tribunal. Au Kenya, la justice affirme avoir obtenu une autorisation pour extrader un homme accusé d'avoir assassiné sa petite amie aux États-Unis. Kevin Gangete a fait l'objet d'une chasse à l'homme internationale de 3 mois après avoir fui les États-Unis pour son Kenya natal à la suite du meurtre de Margaret Mbitu. And now we talk sports in this newscast. Olympic Games Paris 2024. Team Cameroon continues her medal quest this August in judo, swimming, and track and field. Rachel Sopimbela will compete tomorrow, August 2, with Eseme Emmanuel, Linda Angunu, and Mabelongelo to begin their campaign on Saturday, August 3. Onila Donet with details. Team Cameroon remains in contention for Olympic medals, with 4 athletes still competing at the 2024 Games. Anita Sopimbela in the plus 78 kg judo event, Mabelongelo in women's 50-meter freestyle swimming, Emmanuel Eseme in the men's 100 meters, and Linda Angunu in the women's 400-meter hurdle. Rachel Anita Sopimbela will face off against Akira Sono of Japan in the opening round of the women's plus 78 kg judo on August 2, 2024. The Cameroonian judoka will be eager to make her mark on her debut Olympic stage. She has been steadily rising through the ranks, showcasing her skills and determination on the international circuit. The 34-year-old is classified as top 4 in a category just below French legend Teddy Riner. She has swept 4 gold medals this year in numerous competitions. The reigning African champion will have her hands full against Sone, a 2-time world champion and gold medalist at the 2020 Tokyo Olympics. Sone's mastery of techniques like Tai Toshi and Ushigari has made her a dominant force in the heavyweight division. This clash between Sopimbela and Sone promises to be a thrilling display of athleticism, technique, and mental fortitude. Both athletes will leave everything on the mat as they strive to advance in the competition. The winner will meet with Xu Xian from China. In sprint, Africa's second-best sprinter in the 100 meters, Emmanuel Eseme, will go against 55 other world champions. Set to run on Saturday, August 3, Eseme, like all the others, will take part in the preliminary round with the top athletes to advance to the semi-finals. The 30-year-old who failed to make it out of Heat 2 in the men's 200 meters back in Tokyo hopes to impress in Paris. Since that competition, he has gone to win the African Games, winning silver and bronze in the men's 100 meters and 200 meters sprint at the 2024 African Athletics Championship, bronze at the 2023 Diamond League, just to name a few. With a personal best of 9.96 obtained on July 2, 2023 in Switzerland, the fastest man at the 2023 All-African Games faced great competition from 3-time world gold medalist Noah Lees from the United States, Jamaica's Kishane Thompson, world silver medalist from Botswana Letsil Tebogo, and the man with the fastest time in the world this year, Ferdinand Omayala from Kenya, with 9.79 seconds.
The women's 400-meter hurdle will unfold between August 4 to 8 at Stade de France with a total of 40 competitors, including Cameroon's Linda Ngunu. The 31-year-old has progressed over time from a fourth-place run in Mauritius in 2022 to winning bronze in Konya, Turkey, and then silver in Kinshasa in August 2023. She currently holds the national record in 400-meter hurdles with 55.94 seconds. Her competitors are Sydney Mark Laughlin Levron from the United States with a record time of 50.65 seconds, Nezar Bidouane from Morocco, just to name a few. In the women's 15-meter freestyle, Mabelo Ngelo gets to compete on August 3 at the Olympique Aquatic Center, Paris La Défense Arena. She is a lone Cameroonian competitor in this event after Jojo Amani's elimination. The swimmer needs to be amongst the top 8 with the best time to qualify for the finals. It will be a challenging yet possible task to accomplish. And that report from Oniladonet puts an end on tonight's news edition on Spectrum Television. Thanks again for watching. See you tomorrow with fresh news and more news on your TV, STV. Good night. Good night to you, Makedali Dignotom. Au revoir, Christelle Assec, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.